Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Ivan Stefanovic pour son livre « La mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts » aux éditions du Rocher. Bonjour Ivan Stefanovic. Bonjour. Alors Ivan Stefanovic, on vient de se parler juste avant qu'on prenne l'antenne avec vous. D'abord, il faut le dire, vous êtes un journaliste, mais vous écrivez beaucoup de livres, et alors beaucoup de livres, beaucoup de choses sur l'argent, la politique, le goût du secret, que ce soit de l'Empire de l'eau, que ce soit sur Bertrand Delanoë, que ce soit sur le Sénat, les régions en général, vous cherchez un peu, allez, les poux dans la tonsure, un peu, voilà, vous faites à rebrousse-poil, et là, vous parlez de la mafia du recyclage. Et vous me disiez, oui, mais le recyclage, ça n'intéresse personne. Absolument faux. Le recyclage, ce qui intéresse, c'est qu'on sait tous, quand on descend, on voit les poubelles, ah oui, ça c'est carton, ça c'est le liquide, ça c'est plastique, ça c'est ceci, c'est cela, etc., etc., le papier, tout ça. Mais ce que vous montrez dans votre livre, et c'est tout à fait passionnant, c'est que derrière cette industrie extrêmement importante, bien sûr, et d'ailleurs nécessaire, éviter la pollution, c'est ce que fait que le plastique, par exemple, se cachent, comme d'habitude, des intérêts très, très, très puissants. Alors, je voudrais savoir comment c'est venu, enfin, d'enquêter sur cette mafia du recyclage, et comment ça fonctionne, comment la mécanique de ce recyclage. Si vous voulez, la mécanique, elle est un peu insidieuse parce que, à l'inverse de la loi sur les retraites, là, qu'on a vu qui a fait tout un ramdam, à l'inverse, les lois sur le recyclage sont passées de manière très discrète. Il y a eu c'est une chose fusionnelle entre la droite et la gauche, entre les gouvernements de Rocard, de Bérégovoy et de Balladur. C'est-à-dire qu'on a fait une loi qui a... parce qu'il y avait un problème, quoi, parce que les poubelles débordaient, parce qu'on a inventé en 1978 les bouteilles en plastique. Alors ça a été une révolution, ça a foutu un bordel terrible, parce que les poubelles ont augmenté de 40%, le contenu... Ça date de 78, c'est ça? Non, les plastiques. L'invention de la poubelle en plastique, des bouteilles en plastique. Ça a foutu. Les collectivités locales on n'avait plus l'argent pour faire ça, parce que nous, on paye la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Oui. Les Français payent ça, ou sur une forme de redevance. Bon, ça passe par l'État, le plus souvent, c'est le contribuable. Ça nous coûte 8 milliards par an. Et puis, on paye en plus 2 milliards pour, justement, c'est tout ce qui est recyclage. Donc, nous payons 10 milliards. Mais où c'est fantastique, enfin, je vais revenir à votre question, c'est que les entreprises ne payent rien. C'est nous qui payons tout. C'est le contribuable qui paye tout. Contribuable ou consommateur. Ou consommateur, oui, c'est parce ça. qu'on ne sait pas quand on achète une bouteille de plastique, et ça c'est la loi qui a été faite par Balladur et la gauche. Droite et gauche confondues. Complètement. Et la loi date de quand, très exactement? C'est des bouts de loi qui se datent de 92 et de 93. C'est ça. L'idée, si vous voulez, c'est les organisations internationales, l'OCDE, c'est assez complexe, et qui ont dit qu'il y avait la notion de pollueur-payeur. Donc, ils appellent ça d'une autre... gardons pollueur-payeur. Un autre jargon, ils appellent ça, je ne sais plus, la représentation élargie des producteurs. Bon, un truc comme ça. Et ce qui fait que, officiellement, c'est les producteurs qui devaient payer les fabricants. Parce qu'évidemment, c'est Antoine Riboud, à l'époque le patron de Danone, qui s'est retrouvé dans une position un peu délicate, un honnête homme, mais il est accusé de tout ce plastique qui envahit les rues, qui envahit les escaliers, etc. Donc il fallait faire quelque chose, pas se contenter simplement de le brûler ou de l'enfouir. Et puis, parce qu'on parlait déjà pas de réchauffement climatique, mais que le plastique c'était nocif. Bien sûr. Hein. Donc on fait cette loi et on dit, en gros, on va mutualiser l'effort des entreprises qui vont financer les collectivités locales à hauteur de 80%. Des différents... Parce que, évidemment, traiter incinérer un déchet ou l'enfouir, ça coûte beaucoup moins cher que de le recycler. Parce que le recycler, il faut le nettoyer, il faut le dépolluer, ça passe par différentes salles. C'est une usine à gaz, hein, c'est très très compliqué. Hein. Bon,
Alors, on a fait ça et on a dit c'est les entreprises qui allaient payer, là. Les entreprises qui payaient. D'accord. Mais en fait, il y a une énorme entourloupe. C'est encore nous qui payons, évidemment, le consommateur. Mais alors, comment s'est fait cette entourloupe, alors? Puisque c'était eux qui devaient payer. Enfin, entourloupe, c'est que... Sauf que c'est marqué uniquement sur les produits électriques et les produits d'ameublement. Quand vous allez dans grande surface, c'est marqué, vous payez une éco-participation. Mais tout le reste, vous achetez une bouteille d'eau minérale, de Coca-Cola, c'est pas marqué. Mais parce que d'abord, savoir est-ce que le consommateur sait exactement combien il paye sa bouteille d'eau minérale. Parce que quand il y a une augmentation, il sait combien il la paye. Oui, mais c'est une augmentation, c'est une bout de centime, quoi. C'est un centime. Et sur. Oui, combien il paye la proportion de. Ouais. D'accord. Mais se renseigner qu'il y a une augmentation, hein, c'est difficile. Bon, je reviens. Comment ils ont fait ça? Eh ben simplement, moi j'ai dû écrire, parce que quand vous allez envoyer des mails à Coca et à tous ces éco-organismes, parce que officiellement c'est eux qui payent tout. J'ai compris. Le discours public. Ouais. Hein, et donc les entreprises, les différentes entreprises, pour chaque, il y a les bouteilles, mais il y a toutes sortes de tout ce qui est recyclable, enfin. Tout ce qui est recyclable. Ouais. Alors c'est simple. Il me l'a dit, j'ai dû écrire. Hein. Et alors, oui. Et il m'a répondu, évidemment, les gens avec lesquels on mutualise, qui nous payent cette éco-participation, les entreprises, évidemment, ils font payer ça aux consommateurs. Ils mettent ça comme charge. Oui, on augmente de quelques centimes le prix de la bouteille, quelques bouteilles, etc. Mais cette information n'est pas transparente. Moi, je veux bien qu'on paye, mais il faut peut-être le dire. Il vaut mieux, oui, il vaut mieux. Et ça ne se dit pas. Non, ça ne se dit pas, c'est un gros mot. Et alors, aujourd'hui, à l'heure où on parle, enfin même, donc ça date d'il y a 30 ans, cette loi. Aujourd'hui, le consommateur, disons pas seulement effectivement le contribuable, combien il paye sur ce recyclage, etc. Quelle est la proportion que paye le consommateur? Il paye 2 milliards par an, actuellement. 2 milliards par an. 2 milliards. Qui représente quoi? 80%, 90% du recyclage? Ou moins? On ne sait pas. Si, je vais répondre à votre question, parce que là, c'est très pernicieux aussi. Parce que c'est des gens... Enfin, la différence avec les hauts fonctionnaires, hein, sur lesquels j'ai fait beaucoup de bouquins... D'accord, non mais restons là. Oui, mais eux, ils truandent sur disons, sur leurs ils ont des tas d'émoluments... Et des primes, etc. D'accord. Et des avantages. Eux, c'est beaucoup plus, ces gens-là qui sont dans le recyclage, c'est des gens extrêmement astucieux. Donc, ils respectent la loi. Toujours la loi est absolument respectée, mais... Que dit la loi? Au départ, il y a eu des accords de Grenelle. Parce que tout ça s'est fait... au début, c'était pas très clair. Et les accords de Grenelle, c'est en 2008. Que dit l'accord de Grenelle? Que les entreprises paieront, pour répondre à votre question, 80% du recyclage. C'est ça. Hein, et que les collectivités locales n'auront que 20%. D'accord. À payer. Oui. Et alors, oui. Et alors, c'est Madame Kosciusko-Morizet qui s'est fait rouler dans la farine, parce qu'on donne... L'État donne, à l'époque, elle était ministre de l'Environnement, en 2010, on donne des agréments à chaque éco-organisme, comme Citeo et Éco-emballage, qui s'occupe des emballages. D'accord. Eh bien, elle a inscrit, mais à mon avis, elle n'a pas fait attention, elle avait d'autres chats fouettés. Elle a écrit que les éco-organismes, donc qui ont notre argent, l'argent que payent les consommateurs en achetant des produits, eh bien cet argent-là, il devait être redonné pour aider les collectivités, mais à hauteur de 80% uniquement si les collectivités atteignaient un taux de recyclage de 75%. Donc ils faisaient... Donc résultat, comme j'explique dans le livre, il y a des tas de sommités qui ont à l'inspection des finances et ailleurs, qui ont analysé ces 75% et qui ont dit que ça correspond à rien et qu'on ne pouvait pas l'atteindre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours pas atteint. Ah oui, mais est-ce que les collectivités faisaient attention pour ne pas dépasser les 80%, même en étant moins, et comme ça, ils n'avaient pas à payer? Non.
pour avoir 80% de soutien, il fallait qu'elles atteignent, elles n'avaient jamais, puisqu'il fallait qu'elles atteignent les 75% de recyclage. Donc c'est une histoire de fou. Et aujourd'hui, c'est encore valable. Il y a une loi où c'est illustré Madame Brune Poisson, là, la secrétaire d'État, un peu bizarre, dont j'ai parlé. Bon, et cette secrétaire d'État, elle a fait quand même dans la loi dire que les 80% payés par les entreprises aux collectivités locales et les 75% de recyclage n'avaient rien à voir, que c'était pas lié. Mais depuis 3 ans, cette loi a été votée le 20 janvier 2020, mais depuis 3 ans, les décrets d'application ne sont pas passés. Alors, on va en reparler après cette petite pause, mais c'est une véritable jungle, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Ivan Stefanovic sur son livre « La mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts ». 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et moi, je ne suis pas le seul, j'aime pas beaucoup le plastique, il faut bien dire. Ivan Stefanovic, la mafia de recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts aux éditions du Rocher. C'est votre plus récent livre. Alors, expliquez-nous un peu. Vous dites que, on disait pendant la pause qu'en Allemagne et ailleurs, il y avait la concurrence du point de vue des fabricants de dépollution, comme on dit, des fabricants de plastique, des fabricants et autres, etc. Et puis là, vous dites, par rapport à ça, il y a le monopole en France. Comment ça marche en France, alors ? Parce qu'en France, on vit en capitalisme, dans le capitalisme, dans l'économie libérale, mais on a des grands héritiers, on a Colbert. Donc on a un système de bureaucratie d'État et de hauts fonctionnaires qui sont très puissants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? On fait un système, théoriquement chez nous, c'est bisounours. C'est-à-dire les entreprises donnent de l'argent aux collectivités locales sans but lucratif. C'est pour lutter contre le changement climatique, la pollution. D'accord. Bon, alors c'est... Mais alors qu'est-ce qui alors ils disent... Où le bas blesse alors ? Le bas blesse, c'est que c'est les grandes entreprises qui organisent tout ça, à travers ces éco-organismes, qui sont des organismes, donc on va mutualiser toutes les éco-participations versées, qui sont en vérité versées par nous. Ce qu'on appelle les éco-organismes, définissez ça pour que les gens, les auditeurs comprennent. Ça c'est compliqué, c'est des sociétés, c'est des sortes d'ovnis. C'est des sociétés anonymes, mais sans but lucratif. Ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices. Est-ce qu'elles sont liées aux entreprises ? Il n'y a que les entreprises qui peuvent en faire partie et être actionnaires, et être administrateurs. Ah oui, non, j'essaye de comprendre, et moi j'ai lu, mais j'essaye de faire comprendre et de comprendre. C'est-à-dire, je suis une entreprise, c'est moi qui dois subventionner, payer à 80%, effectivement, au nom de la lutte contre la pollution et le changement climatique. Je choisis, je crée, ou je choisis, ou je travaille avec des éco-organismes, et eux, alors, comment ça se répartit ? C'est les plus puissants, c'est Coca-Cola, c'est Danone, etc. Ouais. Pendant cet éco-organisme qui a été créé, qui s'appelle, donc aujourd'hui s'appelle Citeo, ça fait 30 ans qu'il existe. Bon, pendant 20 ans, ça a été le secrétaire général de Danone qui a été son PDG. Et les actionnaires sont uniquement des grosses sociétés. Les petits n'ont pas le droit à la parole. Le petit embouteilleur qui fait des bouteilles dans le fin fond du Massif central, lui, on lui demande pas son avis. Oui. Donc c'est pas l'intérêt de ces grandes sociétés, intérêt à elles sont en plein conflit d'intérêts, parce que plus elles vont prendre se soucier des bouteilles, comment on va les recycler, etc., le mieux possible pour que ça pollue le moins, plus ça va leur coûter cher, et plus ça va coûter cher à leurs collègues entrepreneurs. Donc le souci c'est la roche tarpéienne. Le souci d'un entrepreneur qui fabrique des bouteilles ou autre chose, c'est de faire du profit. Et là, vous êtes en contradiction flagrante avec la lutte contre le changement climatique. Moi, évidemment, il fait pas le poids, la lutte contre le changement climatique. Alors, ils nous habillent tout. Ils disent dans les bouteilles, il y a tant de recyclage, de bouteilles recyclées, etc. Maintenant, elles vont être 100% recyclées. Mais on peut les recycler que 3 fois pour l'instant. À la fin, elles vont à l'incinérateur Mais est-ce qu'il y a dans ces opérations des organismes de contrôle indépendants ? Savoir qu'est-ce qui a été recyclé, à quel niveau ? Non, ça n'existe pas. Il y a l'ADEME, mais ils sont complètement dépassés. C'est quoi l'ADEME ? C'est l'agence de transition écologique dont le PDG, vous savez, a été l'Assemblée nationale pour la première fois, et le Sénat ont refusé que ce soit le proche de Macron qui a été nommé il y a une semaine, il s'appelle
Brignon, je ne sais plus comment. Peu importe. Non, mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'au fond, il y a quelque chose, Ivan Stevanovic. Bon, vous dites effectivement, les entreprises, évidemment, c'est normal, ils font du profit, ça fait partie des entreprises. Je rappelle qu'ils créent aussi les 3/4 des vrais emplois en France. Mais bon, c'est autre chose, hein, il faut le dire. Oui. Mais le problème, est-ce que le système fonctionne comme il doit fonctionner ou pas? C'est ça l'intérêt. Non, il ne fonctionne pas, parce que l'État a donné des objectifs, par exemple pour les bouteilles, là, ils ont donné des objectifs, le plastique en général, et ces objectifs, depuis 30 ans, n'ont jamais été atteints. Et il n'y a aucune sanction. C'est-à-dire que l'État est impuissant, puisque ces gens-là s'occupent du truc, et l'État, il ne veut pas trop s'en mêler. Hein, c'est très compliqué. Il y a eu des déchetteries, tout ce système des poubelles jaunes, etc. Bon, c'est un système très compliqué. Apparemment. Enfin, je ne sais pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Mais non, ça marche pas du tout. Ils n'atteignent aucun de leurs objectifs. Alors, ils font de la publicité à la radio, à la télévision. On entend parler des éco-organismes, de cité haute, mais on se moque du monde, en fait. Et les déchetteries, ça ne marche pas? Ben si, ça marche, mais c'est les collectivités locales. Encore la différence avec l'Allemagne. En France, on a une déchetterie pour 15 000 habitants. En Allemagne, on a une déchetterie pour 500 000 habitants. Évidemment que les déchetteries allemandes sont plus rentables. Mais nous, les déchetteries, c'est toujours... c'est pas Colbert, mais c'est le côté social français. Elles ont un but social. C'est qu'un député ou un maire, il a des handicapés, des gens qui n'ont pas de boulot, et on les fait travailler là-dedans. Donc ça peut pas être rentable. Oui. Mais la plupart des grands objets en déchetterie, c'est... si vous voulez, ça passe par les déchetteries. Hein. Mais, alors, vous me direz, on ne sait pas très bien où passe tout cet argent. C'est combien le chiffre d'affaires? C'est 2 milliards par an. 2 milliards par an. Ouais. Alors, en gros, 1 milliard est rétrocédé aux collectivités locales, et le reste, c'est assez compliqué. C'est en partie de la publicité, des actions de communication, mais il faut savoir que les gens qui travaillent dans ces sociétés, ils gagnent, les patrons, ils gagnent plus de 30 000 euros par mois. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas des salaires extraordinaires, mais... Non, mais c'est déjà pas mal. Le patron de la Banque de France, il gagne plus. Bon, oui, c'est clair, il faut choisir sa vocation, effectivement. Et alors, juste un mot... on a parlé de la consigne. Parlez-nous, effectivement, parce que dans votre livre, vous parlez longuement de la consigne, du scandale de la consigne. Oui, parce que c'est les grandes... les fabricants de bouteilles, on veut faire de la consigne pour les bouteilles. Les fameuses bouteilles consignées. Oui, bouteilles consignées en plastique. Ouais. C'est une partie du plastique. Le plastique, ça fait beaucoup d'autres choses. Ça envahit dans les voitures, dans les avions, partout. Ça nous envahit, c'est très utile. Hein, tout en étant la pire des choses. Mais le plastique, il faut se mettre à la place des entrepreneurs, de Danone ou de Nestlé ou de Coca, etc. Eux, ils veulent recycler pour que ça coûte le moins possible, le moins cher. Or, là encore, c'est Bruxelles qui donne la note, etc., où il y a des lobbies. Il y a évidemment, les fabricants de bouteilles, ils ont des lobbies. Donc on a dit, en 2025, il faudra recycler 79% des bouteilles. Aujourd'hui, on en est à aujourd'hui, à combien on recycle à peu près? 70. Donc, c'est atteignable, ça. Compliqué parce que chez nous, si vous voulez, moi j'ai calculé avec les chiffres officiels, il y a 25 millions, parce que ça se passe où? Ça se passe dans nos rues. Il y a 25 millions de Français qui n'ont pas de poubelles, de corbeilles recyclables dans les rues. Vous achetez une poubelle et vous buvez, comme font de plus en plus de jeunes, puis de gens, et bien vous la jetez par terre, parce que vous la jetez dans la corbeille. Mais la corbeille, on n'a pas investi en Allemagne, ils l'ont fait, mais dans des corbeilles de sélectives. On met les poubelles de l'autre côté. Oui, on n'est pas à ce niveau en France. Donc, pour répondre à votre question, pour les entrepreneurs, les fabricants de bouteilles, les embouteilleurs, Coca-Cola et les autres, c'est beaucoup plus simple de faire un système de consigne. Mais ça coûte 1 milliard. Parce que chaque machine de consigne, comme on en mettra 22 000, c'est le projet qu'on mettra dans les supermarchés. C'est 1 milliard la consigne, ça coûte. Investissement, et 600 millions par an. Et c'est nous qui payons tout. Et là, Macron s'est mis dans une position difficile, parce que le 21 septembre, puis le lendemain, 2019, puis le lendemain, Édouard Philippe, le 22...
2019, ils ont promis, devant l'Association des maires de France en congrès, ils ont promis que les consignes ne seront pas imposées sans l'avis des municipalités. Parce que ça va leur coûter 300 millions d'euros. Ouais. Parce que les poubelles, les bouteilles, elles ne peuvent pas être dans les poubelles jaunes et dans la consigne. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Et alors, tout ça, oui. Et là, c'est pas comme les retraites. Là, Macron, il fait profil bas et il est en train ça doit se décider cette année. Mais alors, on va en parler. Pourquoi il fait profil bas? C'est intéressant parce que la population fait profil bas. Et on va en parler. Que font les écologistes de ce point de vue-là? Oui. Pourquoi le silence, le grand silence des écologistes qui devraient être les premiers concernés? Et vous avez la parole au 0826 300 300 sur le sujet du recyclage avec Ivan Stefanovic. Vous nous appelez 0826 300 300. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Encore une mafia, la mafia, celle du recyclage. Ivan Stefanovic aux éditions du Rocher, ce dernier livre. C'est intéressant parce que vous soulignez au fond, vous parlez de l'entre-soi, c'est vrai, c'est une manifestation de plus, et Dieu sait s'il y en a d'autres, du capitalisme de connivence. Nous, c'est pas le capitalisme de concurrence, c'est trop souvent, le capitalisme de connivence. Mais restons avec cela. Moi, encore une fois, je suis très frappé par cela. Pas partout on dit attention au recyclage, attention dans les gares, dans les restaurants, vous avez effectivement, voilà, enfin dans les restaurants, non, pas partout, mais un certain nombre, vous avez effectivement telle poubelle, enfin bon. Quand vous expliquez, Ivan Stefanovic, que cette question par essence, parce que Dieu sait si ça pollue, le plastique, entre autres, et puis beaucoup d'autres choses, quand vous estimez, que les écologistes qui sont tellement prompts à réagir sur tout, que ce soit sur la charcuterie, en passant par les animaux, en passant par tout, sont étrangement silencieux sur ce sujet, qui pourtant devrait les concerner au premier chef. Il y a plusieurs explications, mais il n'y a un seul organisme qui a un peu râlé contre ça. Mais sinon, c'est un sujet qui n'est absolument pas abordé par toutes les associations et organisations écologistes. Moi-même, je me suis promené en France, j'essaye de les intéresser à ça, mais ils débarquent complètement. Hein. Ils ne sont pas au courant. Mais pourquoi? Enfin, c'est très étrange quand même. Si vous voulez, ils ont D'abord, on peut se demander le financement. On a vu quand même que... Bon, ils ne sont pas tous financés par les écosystèmes. Hulot, on a vu que son association était financée par toutes sortes d'organismes et d'entreprises. Hein. Veolia, Suez, etc. Les grands du recyclage, je veux dire, ceux qui le font et qui travaillent pour les éco-organismes, ils financent. Les éco-organismes, en principe, ne peuvent pas faire ça. Bon. Mais il y a une deuxième raison, c'est une raison d'efficacité. Tous ces associations, elles veulent, par exemple, elles voient un peu pas plus loin que le bout de leur nez, parce qu'elles se disent, il faut que en 2040, les bouteilles, ça soit fini, les bouteilles à usage unique, etc. On a fait une loi, c'est encore Madame Brune-Poisson, mais la loi est à couche d'une souris, parce qu'on ne pourra pas supprimer les bouteilles de plastique, puisque dans d'autres pays, ça existe. Or, la loi de Bruxelles, vous pouvez pas, c'est la liberté d'entreprise, on ne peut pas supprimer ça, donc on perdrait devant tous les tribunaux. Et deuxièmement, donc c'est les espoirs des écologistes sur 2040, c'est complètement c'est hallucinatoire. C'est hallucinatoire. C'est bisounours. Et deuxièmement, comment on peut pas j'ai perdu le fil de mes idées là. Attendez, vous allez le retrouver, cher Yvan, mais nous avons un auditeur qui a écouté et qui a envie de réagir. Hugo, je crois, du Gard, Lucien. Vous appelez au 0826 300 300. On accueille Hugo du Gard. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo, on vous écoute Hugo. Bonjour à tous.
Eh ben, finalement, le constat qu'on peut faire de tout cela, c'est qu'on demande une fois de plus aux contribuables, à la société, aux personnes comme moi et vous, de payer. Et finalement, on alimente encore un réseau parallèle qui va enrichir des entreprises, des sociétés, qui certainement ont une ramification au plus haut niveau de l'État. Alors, est-ce qu'on peut parler de corruption et d'arrangement? Et on demande à cette population, justement, toujours pareil, de payer. On les stigmatise en disant plus ou moins peut-être que ce sont nous les responsables. On va faire nos courses, il y a de plus en plus d'emballages. Alors à croire que finalement plus il y a d'emballages, et on s'en fout un petit peu de l'écologie, hein, mais plus il y a d'emballages et plus ça rapporte. Donc il y en a marre, il y a un moment, il y a une contestation aujourd'hui dans notre pays, mais il va falloir que ça s'arrête. Les choses sont mises en avant et il n'y a plus aucune objectivité sur ce qu'ils font, quoi. C'est absolument invraisemblable, quoi. Alors Hugo, oui, alors Yves Stefanovic, plus d'emballage, plus de poubelles, et comme dit Hugo, c'est nous qui payons et nous continuons, etc. et de plus belle. Ça va pas bouger, ça. Parce que ces sociétés, c'est les rois de la grande consommation, ils sont très habiles, ils ont des batteries d'avocats, etc. Ils ont des lobbyistes à Bruxelles et à Paris, ils savent influencer la loi, puis ils ont quand même une grosse arme, c'est les emplois. On crée des emplois. Et ils créent des emplois, etc. C'est exact. Et en faisant du recyclage, en nous mettant des bouteilles de plus en plus recyclées, par exemple, hein, mais il reste toujours le plastique qui est toujours aussi nocif à long terme, eh ben, ils créent des emplois. Ça, c'est indéniable. Hein. Bien sûr. Et c'est difficile de lutter contre. Mais là, M. Macron, il est dans une position difficile parce qu'il a fait des promesses aux collectivités locales et moi, je pense qu'il va trahir ses promesses. Il faudra les tenir. Oui, ce sera... Oui, si Hugo, si vous permettez, il me semble qu'il y a un moment quand même, de par les responsabilités qu'on sont censés avoir toutes ces personnes, tous nos élus, ça devrait être transparent. On devrait avoir dans les rayons justement où va notre déchet, qui à la limite va le dépolluer et qui va s'enrichir, qu'on ait les moyens aussi nous de faire ces recherches et nous dire ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va en grande surface puis on laisse nos déchets sur place. Il vaut mieux déballer tout ça, prendre notre glacière finalement et tout leur laisser, qu'ils se débrouillent, mais bon, ça changera pas puisqu'ils amèneront les déchets au même endroit, mais il faut que ça s'arrête. En fait, est-ce que le citoyen, ce que dit Hugo, est-ce que le citoyen peut agir d'une certaine façon face à cet état des choses et à l'opacité, puisque vous dites vous-même, la non-transparence quasi totale? Le citoyen, il pourrait que dans son vote, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il est complètement désarmé parce que ces gens-là, ils respectent la loi, c'est horriblement compliqué. Bien sûr, hein, on l'a vu. Comment savoir, c'est un éco-organisme, qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi? Donc c'est une usine à gaz et c'est fondé sur la non-transparence. Si c'était transparent, il n'y aurait pas de problème. Alors, je crois que nous avons Gaëtan. Oui, merci beaucoup Hugo. On a Gaëtan de Bédarieux. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Oui, bonjour tout le monde. Je vous appelle parce que ça rejoint l'auditeur précédent, c'est-à-dire où vont nos déchets recyclés. Moi, je recycle, j'ai une poubelle jaune, chez moi, il n'y a pas de problème. Et j'ai été surpris il y a quelques années de voir que ma bouteille d'eau, je la retrouvais en Malaisie ou aux Philippines, dans les canaux de certaines villes, de certaines grandes villes là-bas. Comment vous avez su que votre bouteille s'était retrouvée en Malaisie ou aux Philippines, Gaëtan? Écoutez, j'ai vu des images de là-bas et j'ai bien vu que c'était la marque du distributeur ici en France, qui n'a rien à voir avec la Malaisie. Ouais. Alors je me posais la question justement est-ce que ce phénomène a réellement existé? Est-ce que c'est un fake? Et si oui, est-ce que ça existe toujours? Et qui en profite? Yves Stefanovic, est-ce que les bouteilles comme ça, enfin encore une fois, il ne s'agit pas de telle bouteille bien sûr, mais est-ce qu'effectivement on recycle de façon lointaine? Est-ce que ça fait le tour du monde ou presque? Avant c'était la Chine qui recyclait tout ça, puisque c'était moins cher, etc. Le recyclage le plus simple. Aujourd'hui, c'est théoriquement interdit, mais bon, là-dessus, il y a le crime organisé qui a ses entrées, etc. Il y a des intermédiaires. Mais ça rapporte autant Bien sûr, ça pour que le crime organisé s'y intéresse. Bien sûr, parce que le crime organisé, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il creuse des trous et on met les bouteilles dans les trous alors qu'on paye pour les recycler. Voilà, c'est tout. Comme vous avez eu l'histoire à Nice il y a quelques semaines,
où les ordures étaient faites pour être recyclées, partaient avec au sommet remorque, on s'est aperçu qu'elles étaient enfouies en Espagne. Ah, d'accord, oui, c'est ça. On les enfouit et puis après... oui, donc voilà. D'accord. Lucien. Merci beaucoup Gaëtan. On accueille Pierre du Gers. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André. Bonjour. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Moi j'habite à Massob, c'est un petit village dans le Gers sur l'axe Hoche-Lannemezan. Oui. Et la société Trio a décidé de tout modifier le tri des déchets poubelles jaunes. Donc ils vont supprimer l'existant dans le Gers, l'existant dans les Hautes-Pyrénées, l'existant dans le Bas-Comminges, Saint-Gonens, tout ça, et ils veulent faire un centre de tri interdépartemental de 8000 m² dans notre village. Mais dans le village, pas... Dans le village, à l'intérieur du village, quoi. Voilà, vous passez le panneau Massob et vous allez voir le centre de tri. Donc il n'y a pas eu de consultation, la population n'a pas été informée. Au niveau du conseil municipal, ça s'est passé en 2 minutes, ils ont été d'accord pour, quand on accorde un permis de construire, voilà. Et puis nous sommes allés voir le préfet, parce qu'on avait fait un collectif, et le préfet a dit, moi, du moment qu'il n'y a pas de cagoule, du moment qu'il n'y a pas de ZAD, vos élus sont d'accord, on y va, quoi. Voilà, c'est pas mon problème. Alors, un centre de tri, je ne dirais pas géant, mais important, à l'intérieur du village, Yves Stefanovic. On bien sûr, parce que, si vous voulez, ces sociétés, ces éco-organismes, qui sont chargés de s'occuper du recyclage pour les entreprises et sans le moindre contrôle de l'État, parce que l'État, il ferme les yeux, du moment que c'est légal, etc., que c'est en limite de la légalité. Et qu'est-ce que c'est l'idée ? L'idée, c'est massifier. Il ne faut pas des petits centres de tri aux 4 coins de la France. Avant, il y en avait 400. Avoir des gros trucs, quoi. Oui, aujourd'hui... Comme des hypermarchés, voilà, des hypercentres. il y en a 130, parce que ça coûte moins cher, c'est pas des cathédrales, c'est des cathédrales aujourd'hui, et ça regroupe sur 4-5 départements. Et en plus, c'est pernicieux, parce qu'ils mettent les communautés de communes, les concurrences avec les autres, les unes avec les autres. C'est celle qui aura le plus gros centre de tri. Et les centres de tri, ça vaut entre 30 et 50 millions d'euros. D'accord. Qui va payer ? C'est nous qui allons payer. Mais alors après, les gens, le monsieur, il pourrait dire, l'avenir c'est quoi ? C'est que si on fait pour les bouteilles, si on fait la consigne, donc ces centres de tri, ils serviront à rien. Parce qu'ils seront complètement dépassés, puisque les bouteilles, elles ne peuvent pas être dans les poubelles jaunes et des centres de tri et dans la consigne. Oui, mais ils ne feront pas de consigne, ils feront les centres de tri, et puis voilà. Mais c'est deux choses différentes, mais antinomiques. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre les bouteilles dans les poubelles jaunes et les apporter au supermarché dans les machines. Alors Pierre, est-ce que vous avez une déchetterie dans le Gers ? Oui, elle est près de chez vous. Non, pas près de chez moi, non, mais les poubelles jaunes, actuellement, elles sont amenées à Hoche-la-Motte. À Hoche, il y a un centre de tri qui fonctionne, qu'il faudrait rénover, quoi. Et les premiers chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est 35 000 tonnes de déchets par an amenés par semi-remorque. Ce projet est estimé dans un premier temps à 30 000 euros, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est nous qui allons payer. Oui, voilà. comme d'hab. Voilà. Merci Pierre. Merci André, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Pierre. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et on ira à Créteil avec Nour. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Ivan Stefanovic pour son livre La mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. On va à Créteil avec Nour. Bonjour Nour. Bonjour Nour. Bonjour M. Berkov, comment allez-vous? Bonjour à votre invité. Merci. Je posais une question, je ne vais pas trop abuser. Je me suis dit, qu'est-ce qui empêche M. Berkov d'aller dans un grand média stream pour gagner bien sa vie, pour être tranquille? M. Berkov, il est là pour une chose, pour une vérité, pour une question, comme vous dites. Merci. Pas de réponse à tout, mais des questions. Merci pour votre invité. Je ne vais pas être trop long. Allez-y. Je dis qu'on a une arme en main, tous les Français qui m'écoutent, qu'ils ce soit d'origine française, pure souche ou libanais comme vous, tunisien comme moi, peu importe, qui aime la France. L'essentiel qu'on aime
la France mieux que Macron. Ça, j'en suis sûr. Comme disait, alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on aime? Moi, à mon avis, on a une arme très simple. Très simple. Oui. Une journée, 2 jours, 3 jours, chacun comme il peut, arrêter d'aller acheter dans les grandes surfaces. J'ai vu quelqu'un un grand d'enseigne, je ne vais pas citer, qui faisait son discours qui va réduire l'inflation en France. Le mec, le mec, il a la puissance, il est plus puissant que Macron. Arrêtez de consommer chez les grandes surfaces, allez dans les épiceries, faites des économies. C'est ça qu'on peut taper. C'est pas en faisant des manifestations. C'est arrêter de consommer bêtement, tout simplement. Oui, qu'est-ce que ça change à la pollution au recyclage, mon cher Nour? Parce que effectivement, la petite pollue. Alors vous dites que la petite pollue moins que la grande, c'est ça? Je n'irai pas les payer parce que je ne sais pas où ça va. Même si j'irai ailleurs, là, ça va taper sur la gueule de Macron. Ça va taper au portefeuille, quoi. C'est ça. Voilà. Là, M. Leclerc ou X ou Y vont dire que on a 10 ou 20 ou 30% de baisse en chiffre d'affaires. Maintenant, le Dieu, c'est le chiffre d'affaires. Il n'y a plus de Dieu. Merci, merci Nour. Qu'est-ce qu'en pense Yves Stefanovic? J'ai rien à dire. Hein. Notre société elle est fondée sur la croissance. Hein. Donc bon. C'est vrai. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans un autre ordre d'idée, je dirais que c'est pas mal de ne pas oublier les petits. Oui. Et de ne pas aller chez les gros. Mais c'est autre chose. Stéphane, je crois qu'on a Stéphane, Lucien. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour écoute. à votre invité, bonjour à l'équipe. Moi je suis depuis peu dans un petit village du Lot-et-Garonne et je voulais parler du changement de la consigne de tri du tri sélectif qui est intervenu au 1er janvier de cette année et je dois dire qu'on n'y comprend pas grand chose, on n'a pas reçu d'informations. C'est-à-dire, expliquez-nous, alors changement du tri sélectif et vous en dites quoi? Ça veut dire quoi? Alors nous on a des bacs, on a des containers qui permettent de stocker le verre dans un bac vert, le papier, le carton, les journaux dans un bac bleu. Et tout le reste, les emballages de plastique, les canettes en alu dans un bac jaune. Désormais, apparemment, tout ce qui est carton, ça passe dans le bac jaune. Ah bon? Je comprends bien. Alors il change de couleur, oui, d'accord. Pour moi, ça pouvait très bien aller dans le bac en carton, a priori. Je peux me tromper, je ne suis pas expert, puisque c'est la même matière qui peut être recyclée. On n'y comprend rien, on n'a pas été informés. Seuls ceux qui ont mis les pieds à la déchetterie du coin de l'intercommunalité ont eu l'information et le fascicule. Donc en fait, on n'y comprend pas grand-chose. L'employé de la déchetterie, un des employés de la déchetterie m'a dit également qu'à terme, les collectes d'ordures ménagères, c'est-à-dire la poubelle banale, qui chez nous est hebdomadaire, une fois par semaine, on est dans un petit village, ça va passer à une fois toutes les 2 semaines, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus, en fait, on reporte l'acte de tri sur le contribuable. On lui retire la moitié du service de collecte. Je m'attends à ce qu'on nous baisse naturellement la taxe ordure ménagère de moitié. Hein. C'est bien logique. Ça vous entendrez très très longtemps, à mon avis. Hein. Et ma question à votre invité, c'était que, en fait, ce genre de changement nécessite probablement un changement de fonctionnement des infrastructures qui récupèrent tout ce tri sélectif. Et je me demande si tout, finalement, ne se termine pas dans des incinérateurs, tout simplement. Il y a 2 choses dans votre question. Il y a d'abord, il y a une taxe au départ qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, elle est réceptionnée par l'État. C'est une ligne sur votre feuille d'impôt dans les taxes foncières, mais elle est cachée. On ne sait pas très bien. Chaque individu ne sait pas très bien combien il paye en fait. Alors, le système, parce que ce système, il est fondé uniquement sur la dimension des appartements et pas sur les ordures que vous produisez. Donc, pour, soi-disant, recycler mieux et pousser les gens à trier leurs déchets ménagers, on a inventé un système de redevance qui porte différents noms, TOMI, ROMI, et là, qui est payé non pas à l'État, mais qui est payé aux collectivités locales, c'est-à-dire aux communautés de communes, etc. Alors, déjà là, ils ne vous demandent pas votre avis pour ça. Je ne sais pas si ça vous concerne ce système. Mais puis, il y a un deuxième système, c'est au début de l'année, de cette année, le 1er janvier, Citeo, donc la poubelle, en principe jaune, mais elle peut être marron ou bleue, parce que c'est pas unifié au niveau national. C'est pas homogène. C'est pas homogène. Hein. Et, alors, elle est Qu'est-ce qu'elle a décidé, Citeo?
Léo, alors? Elle a décidé qu'il faut massifier. C'est toujours l'idée de massifier. Toujours massification. Massifier pour mais dans la non-information, vous l'aviez dit. C'est-à-dire les gens ne sont pas au courant. Quoi. Oui, oui. Ouais. Et alors, on va massifier, et pour ça, vous allez mettre tout le plastique dans la poubelle jaune. Hein, enfin, de la poubelle dite de recyclage. Ouais. Et même le plastique qu'on ne peut pas recycler. Parce que, par exemple, le polystyrène avec lequel est fait les yaourts, c'est pas recyclable. Ouais. En France, c'est recyclable, en Espagne ou en Allemagne. Et on dit, voilà, ah oui, mais c'est pour apprendre aux gens à jeter dans la bonne poubelle et tout. Mais après, ça va à l'incinérateur. C'est 100 000 tonnes par an. Moi, je trouve ça idiot, mais enfin, bon, il faut apprendre aux gens. Donc, comment voulez-vous qu'un brave Français, là, qui est devant sa poubelle, il se pose des questions, parce que, est-ce qu'il doit mettre ceci, est-ce qu'il doit mettre cela, il sait pas dans la bonne poubelle, on lui les bouteilles en verre, les bouteilles en plastique. C'est un capharnaüm, quoi. C'est dingue. Lucien, merci. Merci beaucoup, Stéphane. On accueille Jean de Montpellier. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Jean, est-ce que vous êtes bonjour. Là? Oui, bonjour, Jean. On vous écoute, Jean. Voilà, je suis désolé, j'ai pris l'émission en cours, donc j'ai pas trop entendu ce que vous me disiez. Mais pour moi, tout ce qui est déchets, ça fait tilt. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus graves problèmes qui menace l'humanité. Hein. Je mettrais même ça avant tout le réchauffement et tout le reste. Oui. On est en train de crouler sous nos déchets. C'est clair. On le voit dans les océans, hein, dans certains océans. Oui, dites-nous, Jean. Ouais. Et alors, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que je ne vois pas comment on peut résoudre le problème si on ne parle pas de décroissance. Je suis désolé, parce que souvent, c'est un mot tabou. Mais autant dans la consommation que dans le mode de consommation. Je vais prendre juste un exemple. Allez-y. C'est ce qu'on appelle le bois mélaminé ou médium, vous savez, qui fait des meubles pas chers. Tout le monde se rue là-dessus. Et puis ces meubles, le moindre accro ou quoi, ils sont morts, quoi. Ou l'étagère un peu trop chargée, elle plie. D'accord. Ouais. Et c'est pas récupérable. C'est pas recyclable parce que vous avez trois déchets à recycler. Donc le bois, les produits chimiques et le métal. Donc est-ce que le bois, comme on le travaillait avant, c'était fait pour durer des années, des dizaines d'années, voire plus? Donc déjà, l'obsolescence programmée dont on a beaucoup parlé, elle est automatique ici dans ce type de produit. C'est clair. Donc vous dites, allons plutôt vers la décroissance et arrêtons d'acheter n'importe quoi et de prendre n'importe quoi. Et c'est vrai, juste, ça fait effectivement en contradiction. Alors vous dites vous-même, vous n'êtes pas pour ça, Ivan Stefanovic, je vous dis, mais les grands, qu'est-ce que vous voulez, ils contribuent à la croissance. Mais est-ce qu'il faut contribuer à la croissance? Non, et puis le bon marché coûte cher en fait. Parce que les gens se ruinent en achetant du bon marché, et ceux qui ont les moyens, ils vont acheter du plus solide, et ça va durer longtemps, et ce sera beaucoup plus beau, et ça ne perd pas de valeur. Alors, Yvan, attendez, Jean, qu'on est à la fin d'émission, je voudrais que Ivan Stefanovic puisse répondre, merci. Eh bien, simplement, et ça pose le problème, c'est qui contrôle le recyclage. Or, actuellement, c'est pas l'État, ne contrôle absolument rien, c'est pas une instance arbitrale, hein, c'est uniquement les entrepreneurs, sans le moindre contrôle. Donc les entrepreneurs, c'est pas leur intérêt de faire du matériel qui dure, c'est leur intérêt de faire du matériel c'est l'obsolescence organisée, c'est tout. Ça vaut pour le plastique comme pour le bois. Bon, mais c'est même pas une idée de croissance, c'est une idée, ils sont là pour faire de l'argent. Bon. Oui, mais enfin, les citoyens peuvent s'opposer. Ah oui, s'opposer, c'est pas acheter n'importe quoi, se renseigner. Merci Ivan Stefanovic, merci à vous tous qui étaient là, vous étiez très nombreux, malheureusement on n'a pas le temps de prendre comme on voudrait vraiment tout. Et voilà, attention, recyclez, mais recyclez-vous d'abord, hein. Recyclez-vous d'abord, c'est le plus important. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Ivan Stefanovic pour son livre « La mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts » aux éditions du Rocher. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.